Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du mardi 12 novembre 2024. Voici le sommaire de l'actualité du 1945. La société civile appelle à plus de redevabilité sur les rapports de la Cour des comptes. On fait le point dans ce journal. Stimuler l'innovation et la croissance dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens du Salon des infrastructures d'Abidjan qui s'est ouvert ce mardi matin au Parc des Expositions. Les détails à suivre dans un instant. Et enfin, nous vous proposons ce soir de découvrir l'univers de Juliette Tony, celle qui propose une variété d'articles haut de gamme pour habiller les défunts. Promouvoir la transparence et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur l'application des recommandations de la Cour des comptes, Civis Côte d'Ivoire cherche à renforcer le contrôle citoyen sur la gestion des finances publiques en organisant sa 3e conférence annuelle de redevabilité sur les rapports de la Cour des comptes 2022. Cette conférence s'est déroulée ce mardi matin. Il s'est agi d'accroître l'incidence des rapports de la Cour des comptes auprès des parties prenantes, notamment la société civile, les citoyens, les élus et les hommes de médias. L'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est avec André Sémian et Mohamed Sen. Les audits financiers menés par la Cour des comptes jouent un rôle crucial dans la surveillance de la conformité gouvernementale et l'optimisation des dépenses publiques. L'efficacité des recommandations et décisions émises par cette institution dépendent largement de leur application par les ministères et organismes publics concernés. Pour garantir un impact tangible de ces directives, un plaidoyer actif des parties prenantes s'avère essentiel afin d'assurer leur mise en œuvre effective. Dans ce contexte, Civis Côte d'Ivoire aspire à jouer un rôle prépondérant dans ce processus de suivi et d'amélioration de la gouvernance publique. La loi qui s'appelle l'ordonnance 660, cette ordonnance, en son article 23, oblige les organisations de la société civile, les citoyens, et à son article 88, d'aller plus loin même, de saisir les autorités quand elles constatent des dysfonctionnements. Le thème d'accroître l'impact, c'est d'expliquer aux citoyens, de faire la publicité, de faire un plaidoyer auprès des citoyens pour qu'ils sachent que la Cour des comptes a été créée pour eux, leur bien-être. Quand les citoyens sont bien informés, qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, alors le pays marche bien. Les audits de performance menés par la Cour des comptes formulent des recommandations visant à optimiser l'utilisation des ressources publiques selon les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. En améliorant la performance et la transparence de l'administration publique, la Cour des comptes contribue à réduire les gaspillages, l'inefficacité et les risques de corruption. Tous les citoyens et toutes les organisations de la société civile qui s'occupent de la promotion de la bonne gouvernance ont autorité, selon la loi ivoirienne, de contrôler tout ce qui se gère comme argent public. À une année précise, la mairie du Plateau a signé un contrat de concession avec une société privée pour aller sur le marché public, pour pouvoir prendre de l'argent, pour venir gérer la mairie, pour que ceux qui habitent au Plateau soient bien. Nous, citoyens, société civile, avons écrit au maire sur la base de la loi d'accès à l'information pour que le maire nous donne le document qu'il a écrit à la société privée. On a réussi à avoir le contrat, on a jugé le contrat et actuellement on fait un monitoring, c'est-à-dire on fait un suivi du contrat jusqu'au bout pour voir que cet argent-là va être utilisé pour la mairie et pour les personnes qui habitent dans la commune du Plateau. La bonne gouvernance figure parmi les priorités des dirigeants et chaque acteur de la société ivoirienne doit jouer un rôle clé dans cette dynamique. Il est essentiel d'inciter les responsables à faire preuve de plus de transparence dans la gestion des biens publics. Bonne nouvelle, après une pause imposée par la pandémie de Covid-19 et des travaux d'aménagement, le Salon des infrastructures d'Abidjan revient plus ambitieux que jamais pour mettre en avant le savoir-faire du secteur BTP en Côte d'Ivoire du 12 au 14 novembre 2024 au Parc des Expositions. Le SIA en abrégé se veut ainsi une plateforme de réflexion et d'innovation permettant à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un leader régional du BTP durable. Le commentaire de DJK. L'événement réunit à Abidjan des professionnels du secteur des bâtiments et travaux publics BTP autour du thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». Le Salon des infrastructures d'Abidjan joue un rôle crucial dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire, où le BTP a contribué à 75% du produit intérieur brut en 2023. Une journée est dédiée aux jeunes et aux universités pour encourager leur engagement dans ce secteur vital. Cette année, aussi 4 grands secteurs d'activité sont au cœur de l'exposition: les infrastructures routières et les bâtiments, les réseaux électriques et les télécoms, les réseaux d'eau potable et les réseaux d'assainissement.
Les technologies et innovations au cœur du SIA 2024, telles que l'intelligence artificielle, la modélisation des informations du bâtiment BIM et les matériaux écologiques vont être mises en avant pour favoriser une transformation durable dans l'industrie du BTP. Dans des situations de sites assez difficiles, donc la nouvelle technologie va pouvoir permettre d'envoyer peut-être des robots qui vont pouvoir réaliser certaines tâches assez spécifiques. Aujourd'hui, avec les modélisations 3D, on permet d'avoir un modèle d'abord et l'imprimante 3D qui peut donner le projet dans sa situation réelle et permettre de mieux valoriser donc, ce projet avant même sa mise en œuvre et pendant sa réalisation. En termes de financement innovant pour les BTP, en ce moment, il y a le financement qu'on appelle les BOT, qui sont les Build, Operate et Transfer, qui sont des financements permettant déjà à des investisseurs de financer une infrastructure, de la manager pendant un certain moment, soit en une durée entre 10 et 15 ans, allant jusqu'à 25 ans maximum, et le transférer après à l'État. Cette édition vise à promouvoir des infrastructures durables et innovantes, renforçant ainsi l'engagement des entreprises envers un développement responsable. À présent, on s'intéresse à une corporation peu connue. La confection des tenues funéraires est l'affaire d'un corps de métier qu'on retrouve très souvent autour des morgues, qui sont ces personnes qui fabriquent des vêtements pour les défunts. Quel est le regard que porte la société sur elles? Leur métier est-il rentable? Faut-il un pouvoir particulier pour l'exercer? Autant de questions qui nous ont emmenés à faire une incursion dans ce milieu. Notre reporter Francis Kofi vous présente le portrait de Juliette Tony, une couturière spécialisée dans la confection des vêtements funéraires. Un reportage commenté par Marion Été. Yopougon, nous sommes aux encablures du carrefour baptisé L'Homme n'est rien. Dans cette maison, des tenues uniques pour les défunts sont exposées. Ces créations signées Juliette Tony, mère de 6 enfants, sont le fruit de 17 ans de passion. Chaque jour, ces tissus colorés et motifs traditionnels prennent vie sous ses mains habiles. Juliette considère son métier comme un ministère divin qu'elle a reçu à travers un songe. Mon mari, lui, c'est quelqu'un qui vend les décoratifs de cercueils. Donc nous étions au milieu des vendeurs de cercueils. Bon, quand je dors dans le songe, je voyais des modèles de cercueils. J'ai dit, mais tiens, moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas menuisier. Comment je vois les modèles de cercueils? Ça c'est quoi ça? J'ai même en parlé à mon mari. Et ça a changé, c'est devenu un habit mortuaire. Où des femmes venaient dans des voitures en songe, elles descendent et puis elles me montrent des modèles. Et même ça s'est passé au moins 2 ou 3 fois. Pour refléter la personnalité et les préférences du défunt, Juliette opte souvent pour des tissus de qualité choisis par ses clients. Elle exerce son métier avec un grand soin en prêtant attention à chaque détail, des broderies aux accessoires qui complètent les tenues. Cette activité constitue sa principale source de revenus. Le prix d'une tenue varie entre 7 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Bon, ce métier-là, pour faire ce métier-là, il faut être véridique. Il faut être sincère. Il faut aimer, il faut pardonner. Puisque ce n'est pas un truc simple. Il ne faut pas donner faux rendez-vous. Je ne fais pas trop cher. Puisque je me dis quoi? Qu'il y a les pauvres, il y a les riches. Je donne même souvent sans prendre l'argent. Il y a des situations, il y a des cas. Il y a des gens même qui décèdent à la morgue, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas habité. Je m'en sors, je prends ça pour aider mon mari, pour aider ma famille, pour aider mes enfants, pour aider moi-même. Dans un contexte où la mort demeure souvent entourée de mystères, Juliette Tony propose un service permettant aux familles de rendre hommage à leurs proches de manière respectueuse et digne. Malheureusement, son activité est souvent mal perçue par son entourage. Pourtant, Juliette se situe à la fin du cycle de la vie et son travail est essentiel pour ceux qui pleurent leurs disparus. Vrai, là, quand je suis au magasin, les gens passent là. Les gens trouvent que c'est nous, on souhaite la mort des gens. Il y a des gens qui m'insultent. Il y a des gens qui parlent mal. Il y a des gens qui insultent. En tout cas, ça me fait mal. Donc nous, c'est pour leur dire que moi, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. La mort vient de Dieu. La mort ne vient pas de quelqu'un. Il y a des gens même qui ont eu à me dire de laisser ce métier-là, sinon Dieu va me tuer. Des familles en deuil parcourent de grandes distances pour bénéficier de son expertise. Avec une équipe de 2 personnes, Juliette souhaite pérenniser son métier.
Son atelier a été démoli dans le district d'Abidjan dans le cadre d'un programme de lutte contre le désordre urbain. Aujourd'hui, sa maison est devenue un lieu de rencontre où la vie et la mort se côtoient, un abri qui offre du réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Ce soir, on revient sur cette affaire qui fait déjà couler beaucoup d'encre pour la Genèse. Le 5 novembre 2024, maître Jean-Marc Yassé est rétabli dans ses droits de président élu et reconnu par la Fédération ivoirienne de taekwondo et par la justice ivoirienne. Une décision qui suspend tous les effets de l'Assemblée générale du 19 octobre 2024 organisée par ces dissidents. Le 8 novembre 2024, le vice-président chargé des affaires juridiques s'est exprimé sur cette victoire juridique de Jean-Marc Yassé. Les précisions avec Tchélina Lebonsoro et Karel Davier. Peu après la réouverture des bureaux de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Boubacar Coulibaly, vice-président chargé des affaires juridiques et ceinture noire 5e dan, a pris la parole devant les médias pour parler de la crise ayant secoué la fédération. Il a exposé de manière détaillée les raisons justifiant l'annulation de l'Assemblée générale tenue par les dissidents de Jean-Marc Yassé, soulignant les exigences réglementaires non respectées lors de cet événement. Il y a 3 méthodes, 3 voies par lesquelles une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. Soit à l'initiative du président, ça c'est une simple initiative, soit à la demande des 2/3 des membres du comité directeur de la fédération, les maîtres de salle, les associations de base. Alors eux, à la majorité absolue, peuvent par demande motivée solliciter qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Donc c'est très clair dans nos textes. Le texte de l'article 22, alinéa 6, dit clairement que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo préside les assemblées générales extraordinaires comme les assemblées générales ordinaires. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Dans la continuité de ces déclarations, maître Aboubacar Coulibaly a évoqué les récentes décisions judiciaires en faveur de Jean-Marc Yassé, le président actuel de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il a souligné l'importance de ces verdicts qui confirment la légitimité de Yassé face aux contestations en cours au sein de la fédération. Le résultat, c'était le 5 novembre. Le 5 novembre, la juridiction de référé a fait droit à la demande de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a en la forme reconnu que la Fédération ivoirienne de taekwondo a un seul président, qui est maître Jean-Marc Yassé, qui a qualité pour la représenter devant les juridictions. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la décision du juge a suspendu tous les effets de la résolution issue de cette réunion-là. Donc la décision est claire et nette. Elle a été aussitôt signifiée au ministère des Sports, signifiée aux différents acteurs de cette réunion-là, à toutes les instances en tout cas. Depuis le 19 octobre dernier, la Fédération ivoirienne de taekwondo traverse une crise majeure avec une tentative de destitution de son président, Jean-Marc Yassé, orchestré par des dissidents. Ce dernier, soutenu par une majorité de maîtres de salle, a réussi à reprendre le contrôle grâce à une décision de justice rendue publique le 5 novembre 2024 qui a confirmé ses droits en tant que président de la fédération. On continue à l'international. Désarmement en Centrafrique, réforme de l'ONU, escalade de violence au Liban et frappe américaine en Syrie. Le monde connaît une actualité brûlante sur plusieurs fronts, tandis qu'à Bangui, plus de 400 ex-combattants renoncent aux armes pour la paix. La France plaide pour une meilleure représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le Liban subit des frappes intenses et les États-Unis ciblent des installations pro-iraniennes en Syrie pour prévenir toute escalade. On fait le point avec Karel Dablé. En Centrafrique, un événement significatif s'est déroulé à Bangui, marquant une étape importante dans le processus de paix du pays. Dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, 478 ex-combattants, incluant 15 militaires déserteurs, ont volontairement remis leurs armes et munitions aux autorités. Ces anciens combattants étaient principalement issus de la coalition des Patriotes pour le changement, un mouvement qui avait tenté de s'emparer du pouvoir en 2020. Leur décision de déposer les armes le 9 novembre dernier représente un pas important vers la paix et la stabilité en Centrafrique. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de la République centrafricaine envers un processus de paix inclusif et durable, essentiel pour surmonter les défis sécuritaires et ouvrir la voie
à un avenir plus stable et prospère. La France poursuit activement ses efforts diplomatiques en faveur d'une réforme des institutions internationales, avec un accent particulier sur l'amélioration de la représentation africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réitéré mardi la position française en faveur de l'inclusion de 2 pays africains comme membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à moderniser la gouvernance mondiale. La France soutient depuis longtemps l'idée d'un élargissement du Conseil de sécurité dans ces 2 catégories de membres permanents et non permanents. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le Liban est confronté à des violences sans précédent. Lundi soir, la région d'Akkar, située au nord du pays, a été frappée par des attaques aériennes israéliennes. Cette journée a été marquée par un lourd bilan humain avec 30 victimes signalées à travers le Liban. De son côté, le Hezbollah a intensifié ses offensives en lançant plus de 250 roquettes et missiles lourds vers le nord d'Israël, ciblant notamment les villes de Safad, Acré et Haïfa. Ce nombre constitue un record depuis le début de l'offensive terrestre israélienne entamée le 1er octobre. Les hostilités entre les 2 parties continuent de s'intensifier, exacerbant ainsi la situation sécuritaire dans la région. Le lundi 11 novembre, les États-Unis ont conduit une série de frappes aériennes en Syrie visant des installations liées à des groupes soutenus par l'Iran. Cette action militaire a été présentée par le Pentagone comme une réponse directe à des attaques récentes menées contre des bases américaines en Irak et en Syrie, attribuées à des milices pro-iraniennes. Les autorités américaines ont justifié ces frappes comme une mesure préventive visant à empêcher une escalade supplémentaire des tensions dans la région. Le Pentagone a souligné que cette opération s'inscrivait dans une stratégie de dissuasion, tout en réaffirmant que les États-Unis ne cherchent pas à provoquer un conflit plus large. Le 1945 revient demain. Je prendrai plaisir à vous retrouver. Tout de suite, le Grand Talk. Bonsoir.